Allez, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, à mon avis, va beaucoup vous plaire. Il y a beaucoup de débutants qui nous rejoignent sur la chaîne et ça nous fait extrêmement plaisir d'ailleurs. Bienvenue à tous. Et il y en a beaucoup qui nous disent, et d'ailleurs on a eu un commentaire à ce propos et c'est ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo. On a eu quelqu'un qui nous a dit, voilà, si aujourd'hui tu avais de l'argent de côté mais que tu n'avais pas le choix, c'est-à-dire que tu devais uniquement choisir entre investir et d'obtenir à vie un bitcoin ou 32 Ethers, qu'est-ce que tu choisirais entre les deux? C'est-à-dire que si tu avais la possibilité à ce qu'on te donne un BTC en entier ou 32 Ethers et que tu sois obligé de les détenir à vie. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de les vendre, tu n'as pas le droit de timer le marché, rien du tout. Et tu n'as pas le droit d'acheter un petit peu des deux. C'est-à-dire que voilà, tu as soit un BTC, soit 32 Ethers, et qu'est-ce que tu choisirais? Alors c'est très compliqué de répondre à cette question, mais je voulais quand même donner mon ressenti là-dessus et tout simplement vous donner ma réflexion et ce que je ferais de mon côté. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce que je pense c'est la vérité absolue, voilà, c'est ce que je ferais moi de mon côté. Vous pourriez très bien faire ce que vous souhaitez tout simplement. Et d'ailleurs, si j'avais le choix, en fait, je prendrais les deux. Vous le savez, on a la grande partie de notre portefeuille aujourd'hui, c'est sur Bitcoin, Ethereum. Donc pour répondre et puis pour faire un petit disclaimer, voilà, on possède les deux, tout simplement. Donc si je devais choisir et si j'avais la condition de ne pas avoir la possibilité de vendre un investissement, peu importe, c'est-à-dire que j'ai mon bitcoin, on me le donne, je suis obligé de le garder à vie, et 32 Ethers, qu'est-ce que je ferais? Déjà je vais essayer d'étayer mon propos en donnant plusieurs exemples. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Bitcoin, ça fait maintenant... C'est celui qui a lancé l'écosystème, ça fait de nombreuses années qu'il est aujourd'hui sur le marché, c'est celui qui a le plus fort historique, celui qui a la plus forte adoption, celui qui a la plus forte traction. En termes de publicité pour l'écosystème, en fait c'est lui clairement aujourd'hui qui drive le marché, à la hausse comme à la baisse. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est quand même obligé de s'intéresser à Bitcoin parce que voilà, c'est celui aujourd'hui qui fait la plus forte publicité et c'est celui qui amène de manière générale les personnes à s'intéresser à l'ensemble de l'écosystème. Si aujourd'hui vous êtes arrivé dans le secteur des crypto-monnaies, c'est sans doute parce que vous avez entendu parler à un moment ou à un autre de Bitcoin. C'est-à-dire ce qui vous a permis de rentrer dans le monde de la crypto, c'est pas Dash, c'est pas Verge, c'est pas Bitcoin Cash, voilà, c'est Bitcoin en général qui aujourd'hui fait la principale médiatisation qu'on connaît du secteur des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, qu'on soit d'accord ou non, si demain on enlève Bitcoin de l'écosystème, en réalité, pour moi, le marché de la crypto-monnaie, à mon avis, ne s'en relèverait pas, ou du moins pas de la manière dans laquelle on pourrait le penser. Parce que c'est celui qui, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, qui a le principal historique, qui a voilà, la plus forte traction et tout ce qu'il faut. Et c'est aujourd'hui la meilleure publicité qu'on a, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou contre Bitcoin. Si aujourd'hui il est là et si on a aujourd'hui la possibilité d'investir dans des altcoins, et si on a un écosystème tel qu'on l'a aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il a existé, c'est parce qu'il a eu cet historique, c'est parce qu'il a eu cette adoption, c'est parce qu'il a eu cette traction, etc. etc. Donc ça, c'était un petit aperçu. Ensuite, la plupart des modèles prédictifs qu'on connaît aujourd'hui, c'est aujourd'hui sur Bitcoin qu'on les a. On en a très très peu sur les autres écosystèmes parce qu'ils sont pas suffisamment vieux, il n'y a pas suffisamment de retour en fait tout simplement là-dessus. Mais en effet, il y a quand même des projets qui sont intéressants et c'est le cas également d'Ethereum. Donc Bitcoin, on voit que de plus en plus, c'est au niveau de la réserve de valeur qu'on va essayer de se rapprocher. Ethereum, c'est dire une bête totalement différente, quoi. C'est un protocole totalement différent. Là, on parle de contrats intelligents, on parle d'applications décentralisées. Et donc là, l'objectif, c'est d'essayer de créer vraiment tout un écosystème, toute une infrastructure pour permettre la décentralisation aujourd'hui des actions qui sont utilisées dans la finance traditionnelle. Mais c'est même bien plus que ça, parce qu'on l'a vu, Ethereum par exemple, ça a permis de faire en 2017 notamment des levées de fonds via la mise en place de leur token ERC20. Donc le ERC20 c'est quoi? C'est tout simplement un standard lié à certains critères liés à la blockchain Ethereum, et du coup vous pouviez grâce à la blockchain Ethereum en quelques clics créer un projet, faire une levée de fonds et développer votre projet. D'ailleurs, c'est pas pour rien, on voit qu'en termes d'adoption et d'utilisation des tokens ERC20, c'est énorme parce qu'il y a aujourd'hui énormément de projets qui ont utilisé Ethereum
comme plateforme de lancement pour développer leur écosystème. C'est le cas par exemple de Binance, qui aujourd'hui maintenant a sa propre blockchain avec le BNB, mais on a aussi tous les stablecoins, donc l'USDT, le Tether, on a l'USDC, on a le DAI, on a également aussi d'autres plateformes comme Augur, etc. Bref, aujourd'hui, si on enlève Bitcoin, Ethereum, on a 95% de tout l'écosystème crypto, voire si ce n'est même pas plus, 99% de l'écosystème crypto qui n'existe presque plus. Alors petit à petit, on voit qu'il y a des projets intéressants qui commencent à sortir un petit peu leur épingle du jeu, mais voilà, on enlève Bitcoin, Ethereum, on a une bonne partie de l'écosystème qui s'en va. Donc, comme je le disais, Ethereum, c'est pas uniquement le fait de créer des applications décentralisées dans le sens où on va pouvoir, par exemple, on parle de la DeFi, mais la DeFi, ça peut être une manière de créer des applications décentralisées, par exemple là liées à la finance. Mais on va pouvoir aussi décentraliser tout un tas d'autres aspects qui peuvent être liés aussi à l'assurance, qui pourront être liés également aussi, je sais pas, à d'autres systèmes de gouvernance. Bref, on va pouvoir aussi, on voit que la plupart des NFT, donc les non-fungible tokens, des tokens qui sont non fongibles, on voit que de plus en plus, ça apparaît aussi sur la blockchain Ethereum. Et pour moi, on n'en est qu'au tout début encore de tout ça. Donc il y a tout un tas d'innovations aujourd'hui qui apparaissent sur l'écosystème Ethereum et on est en train de trouver des cas d'utilisation sur la blockchain Ethereum au fur et à mesure qu'on avance aussi avec le temps. Donc ça aussi, c'est important à l'avoir en tête parce que si je vous avais dit il y a 10-15 ans, ou au moment où Internet en fait, a commencé à apparaître, que 20 ans plus tard, vous alliez regarder des vidéos en streaming sur YouTube, que vous alliez pouvoir acheter sur Internet, que vous alliez pouvoir avoir un site Internet et vivre aujourd'hui de partout dans le monde en proposant vos produits et vos services, vous m'auriez dit vous êtes complètement fou, ça n'existera jamais. En l'occurrence, ce qui s'est passé, et en fait, ce qui se passe en réalité avec Ethereum et l'écosystème des cryptos, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est très compliqué de savoir véritablement ce qui va se passer, et que l'innovation, elle est telle que, en fait, ça va bouleverser tout un tas de domaines aujourd'hui qu'on ne connaît pas et qui vont apparaître dans les temps à venir. Donc, pour en revenir au sujet de cette vidéo, pourquoi je parle de 32 Ethers et pourquoi je parle aussi d'un Bitcoin? Parce que déjà, si vous possédez un Bitcoin, il faut savoir qu'il y a je crois que c'est 43 millions de millionnaires dans le monde à l'heure où je tourne cette vidéo. Il y a 21 millions de bitcoins. Il y en a à peu près entre 4 et 6 millions de bitcoins qui sont perdus, dont ceux qui continueront d'être perdus parce que les gens ne sécurisent pas bien leur crypto-monnaie, parce que voilà, ils ne protègent pas bien leurs clés privées, etc. Il y a également aussi les institutionnels qui commencent à rentrer avec des entreprises publiques qui commencent à investir leurs fonds propres dans directement Bitcoin. Donc on a le cas par exemple de Tesla qui a investi 1,5 milliard, on a PayPal qui a investi et qui a permis de créer des produits et des services à base de crypto-monnaies. On a également aussi MicroStrategy qui n'arrête pas à l'heure actuelle de continuer d'acheter des bitcoins. On a Grayscale qui est aujourd'hui le trust le plus important, qui possède à l'heure actuelle plus de 650 000 bitcoins, ce qui est juste énorme. Quand on enlève les 1 million de bitcoins de Satoshi Nakamoto, théoriquement, qui devrait avoir, si en plus de ça, on rajoute les entités publiques, et notamment celles qui ont annoncé publiquement s'intéresser au marché des crypto-monnaies ou qui ont décidé d'investir directement dans Bitcoin, on peut en citer quelques-unes. Il y a Citibank, il y a JP Morgan, il y a également aussi Guggenheim. Il y a également BlackRock qui a annoncé s'intéresser de plus en plus au marché des cryptos et plus spécifiquement à Bitcoin. Et vous regarderez, BlackRock, c'est juste le fonds d'investissement avec le plus d'actifs sous gestion au monde. Donc c'est pas n'importe quoi. Il y a également aussi des grandes figures de l'investissement qui s'intéressent de plus en plus à Bitcoin. C'est le cas par exemple de Paul Tudor Jones, qui est clairement un leader dans ce domaine-là. Il y a Bill Miller aussi qui a investi, et c'est des milliardaires, c'est pas n'importe qui. Bref, il y en a énormément, je pourrais en citer plein. En plus de ça, on peut rajouter les influenceurs qu'on connaît tous. Il y a par exemple les frères Winklevoss, il y a par exemple Max Keiser, il y a également aussi le PDG de Coinbase, il y a le PDG de Binance. Bref, toutes les personnes aujourd'hui, les têtes de gondole du marché des cryptos, je suis persuadé
qu'elles ont aujourd'hui beaucoup de Bitcoin, qu'elles continuent d'en acheter. Et en plus de ça, forcément, quand on est dans des entreprises spécifiques au marché crypto, je pense que tous les salariés en ont beaucoup. Et puis que ces salariés-là, si elles sont un peu comme vous et moi, elles ont envie d'en parler à leurs amis, etc. Et puis, si je prends le cas des entreprises comme MicroStrategy, donc il y a Tesla qui a annoncé 1,5 milliard, mais il y a aussi MicroStrategy qui n'arrête pas d'en acheter. Quand vous êtes dans une entreprise comme ça et qu'il y a plusieurs dirigeants, on a aussi des liens et des connaissances qu'on a avec d'autres personnes qui sont dans d'autres entreprises. Et donc forcément, quand on est dans cette position-là et qu'on est un petit peu dans les hautes sphères, je vois pas ces personnes-là garder ce secret-là pour eux. En plus de ça, je sais que Michael Saylor, qui est le PDG de MicroStrategy, a fait récemment une interview où il avait présenté et il avait créé toutes les manières dont il a fait preuve, lui, de son côté, pour investir dans Bitcoin avec son entreprise, pour permettre à tout un tas de chefs d'entreprise de faire la même chose que lui. Et je sais que lors de son dernier webinaire, ils étaient plus de 1000 chefs d'entreprise à avoir rejoint ce webinaire-là pour comprendre comment ils pouvaient, eux, mettre une partie de leur capital ou de leur fonds propres de leur entreprise directement dans Bitcoin. Et pour moi, c'est que le début. Donc en fait, à ce niveau-là, j'ai pas pu tout citer parce qu'il y en aurait beaucoup, mais à ce niveau-là, en fait, on se rend compte de la rareté du Bitcoin, on se rend compte de la demande exponentielle qui existe. Et là, j'ai parlé que des grosses têtes de gondole, je parle même pas de ceux auxquels on n'entend pas parler. C'est-à-dire qu'il y a forcément des boîtes qui achètent beaucoup, mais qu'on n'entend pas parler, et qui, à mon avis, ne remettront pas leur Bitcoin sur le marché comme ça du jour au lendemain. On ne parle pas de tous les retails, comme vous et moi, qui continuent d'en acheter et d'en accumuler au fur et à mesure du temps. On ne parle pas des Bitcoins qui vont continuer de se perdre avec le temps. En plus de ça, on sait que le nombre de bitcoins qui sont mis en circulation tous les 4 ans est amené à être divisé par 2. Et on sait qu'aujourd'hui, le nombre de bitcoins qui est mis en circulation par jour, il y a 2 entreprises qui achètent bien plus que le nombre de bitcoins qui sont minés et qui sont mis en circulation sur le marché. Et ces 2 entreprises-là, c'est quoi? C'est PayPal et Square. Rien que ces 2 entreprises-là sont capables d'acheter plus que le nombre de bitcoins qui sont mis en circulation sur le marché chaque jour. Donc c'est complètement faire omission de toutes les autres personnes qui existent sur le marché, des influenceurs que j'ai pas pu citer, des entreprises qui n'ont pas avoué acheter, celles qui continuent encore d'acheter, etc., etc. Il y en a beaucoup qui pensent qu'avec 1 bitcoin ou avec 0,1 bitcoin, en fait, ça serait clairement pas significatif, c'est clairement pas intéressant. Quand vous faites le calcul, vous prenez tout simplement 21 millions, vous le divisez par le nombre de personnes sur la planète Terre, vous verrez un petit peu le ratio et le nombre de Satoshi en réalité que vous pouvez avoir si on divisait et si on répartissait de manière homogène et équitable l'ensemble des bitcoins, c'est vraiment très très peu. Donc même avec 0,1 bitcoin en réalité vous avez bien plus de bitcoin que la plupart des personnes ne pourront jamais rêver. Et en plus de ça, un autre chiffre que je voulais vous donner, c'est que si vous avez aujourd'hui 0,28 bitcoin, il y a plusieurs études qui le montrent, si vous possédez aujourd'hui 0,28 bitcoin, vous faites partie des adresses bitcoin du top 1 des adresses bitcoin avec le plus de bitcoin. Et en réalité, il y a 99% des personnes qui ne pourront jamais espérer avoir plus que vous dans les années à venir. C'est pour ça que je veux dire que souvent on pense que d'avoir un bitcoin, en fait, c'est pas intéressant, c'est clairement pas significatif, etc. Et souvent on se met un petit peu des barrières. Mais aujourd'hui, posséder un bitcoin, alors aujourd'hui déjà ça me paraît énorme parce que vu le marché, et puis vu le cours aujourd'hui d'un bitcoin, c'est beaucoup. Mais je sais qu'on avait eu pas mal ce discours-là quand le bitcoin il était à 3000, 4000 euros, etc. Et que j'en parlais et que je disais exactement le même discours qu'aujourd'hui. Et il y en a beaucoup qui me disaient ouais mais non, mais c'est pas intéressant, un bitcoin ça vaut rien, etc. Et en réalité on se rendra compte que plus on va avancer, plus ça va être significatif d'avoir en fait et de faire partie des personnes qui posséderont un bitcoin en entier. Donc ça c'est vraiment pour l'aperçu pour bitcoin. Pour l'Ether, c'est un peu différent parce que si vous voulez obtenir des revenus passifs avec votre Bitcoin, en réalité, vous ne pouvez pas vraiment en obtenir. Je veux dire, vous êtes obligé de le donner en collatéral, par exemple, ou de le transformer en wrap Bitcoin, en WBTC, et puis de l'échanger ou de le prêter en collatéral sur des applications de la DeFi pour obtenir des revenus passifs. Mais c'est vrai qu'avec l'Ether, vous pourrez le faire avec vos 32 Ethers. Avec 32 Ethers, vu qu'on va passer du Proof of Work vers le Proof of Stake avec Ethereum 2.0, avec 32 Ethers, vous pourrez tout simplement obtenir des revenus passifs en validant les transactions, simplement en séquestrant vos 32 Ethers. Donc ça, c'est extrêmement important. Et du coup, il y a un peu ce que vous recherchez aussi dans votre vie, parce que pour répondre à la question de cette vidéo, je ne suis pas capable de vous dire tiens, toi tu devrais faire ci ou toi tu devrais faire ça. Mais je sais que si aujourd'hui on veut obtenir des revenus complémentaires avec Bitcoin, en fait aujourd'hui c'est clairement compliqué, ou du moins il y a des risques qui sont inhérents, et pour moi ils sont beaucoup plus importants
par exemple, on prend beaucoup plus de risques à essayer de les prêter sur certaines plateformes que d'essayer de les garder sur le long terme. Aujourd'hui, demain peut-être que ça sera beaucoup plus intéressant. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans de l'expérimental et que, en tout cas, c'est un risque que je suis pas prêt à prendre de mon côté. Par contre, pour l'Ether, il y a une possibilité d'avoir des revenus passifs beaucoup plus facilement, j'ai envie de dire, avec simplement 32 Ethers, vous les loquez sur un smart contract, avec Ethereum 2.0, vous pourrez obtenir des revenus complémentaires. Les indications qui sont données en fonction du nombre de personnes qui loqueraient leurs 32 Ethers, on serait entre 5 et 10% de revenus annualisés en fonction, voilà, plus il y a de personnes qui vont rejoindre le réseau qui seraient capables de loquer ces 32 Ethers, plus forcément les récompenses diminueraient et plus les retours sur investissement diminueraient. Parce qu'il faudrait les partager avec l'ensemble des personnes qui partagent le réseau et qui sécurisent le réseau. Donc en l'occurrence, si on devrait garder ces tokens-là sur une période indéterminée, si on pense en effet qu'on veut plutôt avoir des revenus passifs, des revenus complémentaires et qu'on croit à 100% sur Ethereum 2.0, en effet, il faudrait peut-être plutôt aller sur les 32 Ethers. Moi en l'occurrence, si je devais faire un choix, je pense que je partirais quand même sur du BTC. Parce qu'il y a un historique qui est quand même beaucoup plus important, comme je l'ai dit. Il y a une adoption qui est nettement plus intéressante. On voit que maintenant, c'est plus un jeu entre geeks, entre guillemets. On se moquait de nous il y a plusieurs années, et je pense que maintenant, on se moque quand même beaucoup moins de nous, et que de plus en plus, on est en train de réaliser en fait ce qui est en train de se passer, et qu'il y a plus de risques, selon moi, encore une fois, à investir sur Ether, bien qu'il y ait un potentiel extrêmement important, que d'investir sur le Bitcoin aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, comme j'ai dit, Bitcoin, c'est notre meilleure publicité. On voit qu'il y a une demande qui est importante. Et la majorité en fait, de la demande des institutionnels, même si sur Grayscale, on a une bonne demande sur Ethereum, mais la majorité de tout ce qui se passe, c'est sur Bitcoin en réalité. Donc, si je devais faire un choix entre les deux, avec tout ce que je viens de vous expliquer, aujourd'hui, je choisirais quand même Bitcoin. C'est important aussi de noter qu'il y a des mises à jour extrêmement importantes qui arriveraient sur Ethereum 2.0, notamment l'EIP 1559. On vous en a déjà parlé à de très nombreuses reprises. On a reproché notamment à l'Ether et plus principalement à l'écosystème d'Ethereum de ne pas avoir de limite maximale en termes de nombre de coins. Par exemple, sur Bitcoin, on a 21 millions, pour l'Ether, on n'en a pas aujourd'hui. Sauf qu'avec cette mise à jour, on pourrait rendre en fait le token, et en tout cas l'écosystème, complètement déflationniste. C'est-à-dire qu'on n'aurait vraiment pas une limite absolue telle qu'on pourrait le penser, mais on aurait une rareté qui serait même plus importante dans une certaine mesure que celle qu'on pourrait retrouver sur Bitcoin, puisqu'en fait, une partie des tokens qui seraient utilisés, il y aura une partie des tokens qu'on doit payer en termes de frais pour participer à l'écosystème d'Ethereum. Si vous faites par exemple un swap sur Uniswap ou que vous participez, je ne sais pas moi, à une application décentralisée ou autre, vous payez des frais. Et en fait, il y aura une partie des frais qui serait utilisée pour être burn, donc pour être brûlé, qui serait sortie en circulation et sortie complètement du marché. Et en fait, il y aurait beaucoup plus de tokens qui seraient burn, donc sortis du marché, que du nombre de coins qui seraient mis en circulation via le staking. Donc forcément, si on a beaucoup moins d'offres, qu'on diminue au maximum l'offre et que la demande continue d'augmenter, on a forcément une courbe qui continue vers la hausse. Donc là, ça change aussi complètement le paradigme. On a un changement aussi d'un écosystème total entre l'Ethereum 1.0 et Ethereum 2.0. Donc je le redis, là la question elle est quand même assez compliquée, c'est-à-dire qu'on me dit t'as pas le choix, tu dois uniquement choisir un des deux. Donc je le redis, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je suis pas quelqu'un qui prend des risques extrêmement importants, donc je préfère mieux me dire, voilà, je prends la valeur entre guillemets, la valeur sûre, qui pour moi aujourd'hui, parmi tout ce qui se passe avec la demande, etc., même s'il n'y a rien de sûr, je choisirais quand même Bitcoin. Et si j'ai le choix, bien évidemment, de pouvoir prendre les deux, moi je prendrai les deux, et aujourd'hui ça fait partie de l'intégralité de mon portefeuille. Donc vous me direz dans la section commentaires ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous prendriez un Bitcoin, ou est-ce que vous prendriez 32 Ethers? Quelle serait votre stratégie? Et encore une fois, les règles du jeu, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'on vous donne la possibilité d'en prendre un des deux, mais à vie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le vendre, vous pouvez pas faire n'importe quoi avec. C'est les mêmes règles en fait que j'ai évoquées au début. Je pense que ça serait intéressant que vous me donniez votre retour dans la section commentaires. Je vous mettrai également, pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies, un lien vers notre guide totalement offert dans lequel vous apprendrez clairement tout pour pouvoir commencer à investir dans le secteur des crypto-monnaies, que ce soit notamment comment fonctionne l'écosystème, quelle crypto-monnaie acheter, où est-ce qu'il faut acheter les crypto-monnaies, comment protéger ses investissements. Bref, on vous explique tout pour que vous puissiez commencer efficacement, et à mon avis ça vous fera gagner pas mal de temps.
Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!